Patrimonium. Ravi d'être parmi vous dans votre espace réservé au patrimoine algérien, aussi beau que varié Patrimonium. Aujourd'hui, notre but dans ce numéro, c'est donner visibilité à tout ce qui s'écrit et édité dans le monde du patrimoine. Mais c'est aussi une occasion de faire découvrir des talents pas très connus du grand public, mais qui font un merveilleux travail pour la sauvegarde du patrimoine national. Aujourd'hui, je suis avec Ahmed Karim Malabech, un jeune qui a fait des études en droit et qui a découvert en lui une passion qui est de faire découvrir aux jeunes le patrimoine du Fars, qui sont les habitants de la banlieue d'Alger. Pour cela, il est là présent avec moi, Ahmed Karim Malabech, avocat de formation, écrivain, nous propose justement une balade au cœur du patrimoine de Nas Fars. À vrai dire, je suis un passionné, j'ai toujours été un passionné de l'histoire. Donc, je suis quelqu'un de rétrospectif. J'ai toujours voulu faire des voyages dans le passé, comme ça, remonter dans le temps. Donc, je suis quelqu'un qui aime regarder dans le rétroviseur. J'ai remarqué quand j'étais très jeune que j'étais passionné par l'histoire. D'ailleurs, quand j'étais très jeune, je rêvais tout le temps de la bataille de Stawali. Pourquoi ? Parce que mon père nous emmenait quand on était petit au niveau de Stawali et en prenant le bus, je rêvais tout le temps. En voyant les paysages de Stawali, je rêvais dans ma tête, c'est-à-dire j'imaginais un petit peu les soldats français qui faisaient la bataille aux Algériens, aux autochtones. Donc voilà, mon rêve a commencé à partir de cette information que j'avais acquise dans les manuels scolaires à l'école. On nous avait appris que la bataille de Stawali s'est déroulée le 19 juin 1830 au niveau de Stawali. Et donc vous êtes vraiment intéressé dans un domaine qui ne rapporte pas beaucoup, n'est-ce pas ? Mais vous avez préféré une autre richesse que la richesse pécuniaire. Oui, justement. Donc, j'ai laissé tomber mes études. Enfin, j'ai pas exercé dans la profession d'avocat. J'ai plutôt été attiré vers. Vous avez découvert une autre passion. Une autre passion, oui, une passion, on va dire un peu électrique, c'est-à-dire une passion qui m'a toujours attiré vers l'histoire du Fars algérois, comment était Alger au temps des Ottomans, les fontaines qui bordaient les routes sinueuses du Sahel algérois, les maisons mauresques avec leurs arcades, leurs voûtes, leurs balustres, leurs balustrades. C'était des maisons riches et élégantes construites autour de jardins luxuriants. Donc c'était cette vie paisible et modeste en même temps qui m'a toujours attiré. Donc j'ai toujours aimé aller à la recherche de vestiges, de curiosités anciennes qui existent dans le territoire du Fars algérois ou des civilisations anciennes qui ont laissé un patrimoine au niveau tout près des lieux où j'habite. Moi, je sais, Ahmed Karim, que vous êtes venu de Tiaret, vous êtes un enfant de Tiaret, vous êtes Tierti, hein? Tierti d'origine, je suis natif de Rahouia, c'est une petite commune qui existe, qui est implantée à une trentaine de kilomètres de la wilaya de Tiaret. Donc, Alger, c'est ma ville adoptive. Donc, mes parents m'ont ramené avec eux à l'âge de 4 ans à Alger. Nous savons tous les deux que Tiaret déjà baigne dans l'histoire et le patrimoine de par les sites existants au niveau de Tiaret. Je pense aussi l'histoire de votre ville natale vous a captivé quelque part et vous a poussé à chercher encore plus, puisque vous êtes venu sur Alger très jeune, à l'âge de 4 ans,
en grandissant, en prenant de l'âge, vous avez compris qu'il fallait chercher dans l'histoire de notre grande Algérie. Oui, c'est ça. Justement, Thierry a une très grande histoire. Elle a connu l'implantation des rostomides, qui est en réalité un des États algériens les plus anciens. Donc les rostomides ont laissé leur empreinte à Tiaret. C'est une wilaya où il y a eu beaucoup de batailles entre les troupes d'occupation et les troupes algériennes qui étaient c'est-à-dire les batailles étaient menées par l'émir Abdelkader dans cette région. Allez, retroussons chemin, Ahmed Karim, et revenons à la périphérie d'Alger. Et je reprends vos ouvrages qui sont là présents sous les yeux. Vous avez écrit El Bir Hidra Ben Aknoun, Jnayn Nas El Fahs. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ces Jnayn. On les connaît pas. Ils sont juste là, à côté, mais on les connaît pas. Est-ce que vous pouvez, Ahmed Karim, les faire découvrir aux auditeurs de notre chaîne? Oui, il y a beaucoup de Jnayn. Bon, Jnayn, c'est-à-dire c'est jardins, où on les appelait aussi campagnes. Donc c'est la maison qui est construite dans le style mauresque, un style qui est inspiré de l'architecture ogivale, donc elle est inspirée du fer à cheval, donc par rapport à l'arcade, les voûtes, les colonnes torsadées, les balustres, les balustrades. C'est un style très élégant. Donc ces maisons, elles sont généralement entourées de jardins luxuriants qui sont créés, aménagés tout autour de ces palais d'été, on les appelle comme ça aussi. Vous savez très bien, Ahmed Karim, que les jardins, c'est du patrimoine, c'est-à-dire c'est une architecture atypique. Oui, c'est une architecture atypique. Donc ça fait partie du patrimoine. Donc un patrimoine, c'est tout ce qui a de la valeur et tout ce qui nous a été légué par nos ascendants. Donc on a le devoir de les sauvegarder. Donc il y a plein de maisons comme ça, mauresques, puis plein de palais mauresques qui existent dans la banlieue d'Alger. Tout spécialement, il y a eu beaucoup de ces maisons qui existent au niveau d'El Bir. Donc elles existent encore. Certaines, elles ont acquis une certaine renommée historique. Pourquoi? Parce que au moment de l'occupation d'Alger en 1830, El Bir, les maisons mauresques, elles ont été occupées, elles ont été reconverties en quartier général par les militaires français. Et donc, c'est de là que l'armée d'occupation a un petit peu géré toutes les opérations sur le terrain. Et ces maisons mauresques, elles ont aussi... Pourquoi je dis elles ont une portée historique? Parce qu'elles ont abrité les pourparlers entre les Algériens, les représentants de la régence d'Alger et les représentants de l'armée royale française. Donc beaucoup de ces maisons existent encore. On peut citer par exemple Djenan Rais Hamidou, qui existe juste à l'entrée de la ville d'El Bir, c'est la maison du traité. Donc la maison du traité, pourquoi? Parce que on a tout juste archivé ce document au niveau de la maison de traité. La maison du traité, aujourd'hui, c'est l'annexe de l'hôpital Birtraria. Exactement, oui. Parce que l'annexe de l'hôpital, elle a été construite sur une partie du jardin de cette maison mauresque. C'est vrai que c'est très verdoyant, hein? Oui, c'est un jardin très luxuriant, donc il est arboré d'une variété de plantes et d'arbres. Donc il a eu la dénomination de jardin du traité parce que je tiens à préciser cela parce que c'est juste que le traité du 5 juillet, la capitulation du Dey d'Alger, elle a été archivée au niveau de cette villa puisqu'elle faisait office de
de quartier général. Donc en réalité le traité il s'est passé à l'air libre, c'est-à-dire aux abords du fort L'Empereur quand il a été bombardé par l'artillerie française le 4 juillet 1830. Et donc le Dey Hussein, finalement, il a signé le traité chez lui. Il lui a été rapporté par l'interprète Bracevich. Bracevich, cet interprète qui a participé aussi dans la campagne de Napoléon, la campagne d'Égypte. Bracevich, pour l'anecdote, il est mort une dizaine de jours seulement après avoir vu le Dey Hussein. Quand il lui a rapporté le traité pour le signer, le Dey Hussein lui a offert un bol de cristal rempli de limonade. Donc après une dizaine de jours, il était mort. Et pourtant, le Bracevich, l'interprète, il disait lui-même qu'il a pris ce bol, cette limonade, après que le Dey lui-même avait bu de cette limonade. Donc on ne sait pas est-ce qu'il a été empoisonné ou est-ce qu'il est mort comme ça spontanément. Donc ça c'est pour l'anecdote, comme je l'ai dit, sur la maison du traité, c'est-à-dire le palais mauresque du traité ou la maison du Raïs Hamidou, le célèbre marin algérien qui est mort en 1815. Allez, on est curieux, on aime bien funer, parce que nous sommes amoureux de tous ces jardins que nous ont légués nos ancêtres, qu'on le veuille ou non. Et après la villa du traité, le jardin du traité, il y a d'autres jardins au niveau de la périphérie. Oui, il y en a plein. Je peux citer une autre aussi, c'est la maison Khaznadar. La villa du Khaznaji, donc ce qui équivaudrait à ministre des Finances. Donc le ministre à l'époque ottomane, donc le ministre des Finances, et il se faisait appeler Khaznaji. Voilà, donc il y avait la maison de Khaznadar, il y avait la maison de Dar Naama, et aussi je tiens à préciser, Dar Naama, les Elbiarois pensent qu'elle s'appelle Dar Naama, comme je l'ai dit, mais en réalité elle s'appelle Dar Naama. Ça, je l'ai découvert à travers mes recherches. C'était un palais mauresque qui existait là où il y a maintenant la justice, le palais de justice d'El-Pierre. Donc avant, il y avait une maison mauresque qui s'appelait Dar Naama, donc maison de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que il y avait une association anglaise qui a loué ce palais pour donner à manger aux nécessiteux. Et donc les autochtones, c'est eux-mêmes qui ont donné ce nom à cette villa mauresque qui s'appelait Dar Naama et non pas Dar Naama. Et donc cette maison n'existe plus. Elle a servi aussi de base, de quartier général pour les forces d'occupation le 3 juillet 1830 pour bombarder le palais ou la forteresse de Borj Boulila, c'est-à-dire Fort L'Empereur, qui se trouve encore en dessous du quartier des deux entêtés à Albière. Allez, on va aller un peu plus haut d'Elbiar, on va se diriger vers Chiraga. Chiraga, banlieue d'Alger. Pour parler de Chiraga, il y a certainement un déclic qui vous a parlé. Vous avez certainement fouiné, vous avez découvert certaines choses liées au patrimoine, n'est-ce pas? Oui, Chiraga, c'était mon lieu de résidence. Et donc, comme mon travail consistait en premier lieu à faire des recherches sur le terrain, donc ça me permettait, puisque j'y habitais, de me déplacer facilement. Vous êtes une fourmi, hein? Oui, je ne fais que ça. J'aime beaucoup raconter le patrimoine, et donc ça m'a permis de voyager dans ma ville. Donc je suis allé à la découverte de curiosités archéologiques. Allez, partagez avec nous ce que vous avez découvert au niveau de Chiraga. Alors Chiraga, on peut citer le Houch Khouja, c'est-à-dire la propriété où résidait le ministre du dernier dey d'Alger. Donc cette propriété
ce haush, ce domaine, ce grand domaine existe toujours. Il porte maintenant l'appellation d'un martyr de la révolution algérienne, Haddadi Saïd. Tout le monde le connaît à Cheraga. C'est presque le noyau initial de la ville de Cheraga. C'est presque ça. Donc, il a existé ce domaine depuis l'époque romaine. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'il y a toujours des grosses pierres qui nous parviennent de l'époque romaine, donc qui ont été réemployées pour reconstruire le domaine du temps du colonialisme, du temps de l'occupation. Et donc j'ai découvert aussi à proximité de ce domaine un aqueduc romain. C'est un très bel aqueduc. C'est une portion d'un aqueduc romain. L'aqueduc romain, il servait à transporter les eaux de la périphérie d'Alger vers la Kasbah. Donc cet aqueduc, il existe toujours. J'ai découvert aussi le mausolée de Sidi Khalef. Pourquoi je cite Sidi Khalef? Parce qu'il a servi à donner son nom à la bataille qui s'est déclenchée un 24 juin 1830, c'est-à-dire après la bataille de Staweli. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait préservé le mausolée de Sidi Khalef. Sidi Khalef, ça va permettre aux générations futures de savoir que c'est à partir de ce lieu, Sidi Khalef qui est dans le quartier de Amara à Cheraga, donc c'est à partir de ce lieu que la bataille a commencé. Allez, on va pas sortir de votre zone de confort, puisque vous avez parlé de Sidi Amara, qui est un Wali Saleh, n'est-ce pas? Est un saint personnage. Il est sage à son image, à l'image de son parcours, n'est-ce pas? Très prestigieux, j'imagine, qui a rendu service aux habitants de la région, qui a fait plein de bonnes choses. Allez, on va se diriger au niveau de la côte ouest d'Alger, où vous avez parlé de Sidi Fraj, de Stawali, de Zeralda, de Ain el-Benian, tout en sachant, Ahmed Karim, que Sidi Fraj, Yalou Ali Saleh, Sidi Fraj, Sidi Farrouj, de son appellation originelle. Nous avons Sidi Menif au niveau de Zeralda, n'est-ce pas? Tant de Awliya Allah Salihin qui entourent cette périphérie d'Alger, où nous savons très bien, Ahmed Karim, que les Awliya Allah Salihin sont là. Ils ont un œil qui pour garder justement notre belle Algérie. Oui, c'était des saints marabouts très connus dans la région, donc il faut se replacer dans le contexte, c'est-à-dire à l'époque ottomane et même au début de l'époque coloniale, il y avait toujours cette habitude d'aller faire un pèlerinage dans une zawiya, là où il y a le tombeau d'un saint marabout. Donc les gens sacrifiaient des poules, des coqs, qui préparaient le couscous pour donner à manger aux nécessiteux. Donc une wa'da. Une wa'da, selon les régions, on appelait ça tuiza, rekb dans d'autres régions. Donc c'est lié à notre histoire et c'était comme des repères, parce que quand je faisais mes recherches, les seuls repères que j'avais, c'était les cimetières, les anciens cimetières de nos ancêtres, c'était les anciennes routes, quelques arbres, mais surtout les tombeaux, les mausolées, les qubbas, comme on les appelle. Donc notre région est riche de ce genre de patrimoine, et je voudrais prendre l'exemple de Sidi Fraj. Sidi Fraj qui avait non pas son mausolée, mais sa mosquée. Les gens ne le savent pas, et c'est une très grande mosquée. Bon, peut-être pas très grande, mais une grande mosquée qui avait son minaret, son petit minaret, qui se faisait appeler par les Espagnols, les marins espagnols, qui le voyaient à partir du large. C'était à l'époque ottomane, donc ils l'appelaient Torrecita, la petite tour. Donc c'est des Fraj, on peut dire qu'elle se faisait appeler Torrecita bien avant qu'elle ait son nom tel que l'on connaît maintenant. Donc Sidi Fraj, ce qui reste de Sidi Fraj, de ce marabout, c'est juste une grotte au niveau du port. Les gens vont souvent visiter cette grotte.
il y a un représentant de cette confrérie qui accueille les gens. Mais sinon, la grande mosquée où il y avait son mausolée, il a été transformé pendant l'occupation, la nuit du 14 juin 1830, en quartier général par le général de Bourmont et ses généraux. Et le général de Bourmont lui-même, il a pris la chambre où il y avait le tombeau du marabout. Et donc, pour faire cesser les visites, ils ont pensé à transférer les dépouilles mortelles de Sidi Fredj. Il y avait pas que Sidi Fredj dans le tombeau. À côté du tombeau de Sidi Fredj, il y avait le tombeau de Sidi Roche. C'est son compagnon, c'était un Espagnol. Je ne sais pas si je pourrais raconter l'anecdote. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sidi Roche, c'était un Espagnol, c'était un marin, donc il était capitaine d'un navire. Un certain jour, il est passé par les côtes de Sidi Fredj, il a trouvé le marabout assis seul, en train de méditer, donc il l'a pris dans son embarcation, dans son bateau, pour aller le vendre en Espagne dans un marché d'esclaves. Et donc, comme par miracle, l'embarcation n'avançait plus, et donc ils sont allés voir le marabout et on lui a dit mais pourquoi le bateau n'avance pas. Donc il leur a dit vous avez fâché Dieu en quelque sorte, donc je suis un personnage très vénéré, donc il faudra me faire redescendre du bateau et comme ça vous pourrez repartir. Et c'est là ce qu'on appelle le karama. Et donc ils l'ont fait redescendre. Et le bateau n'avançait pas. Donc, il est resté sur place. Ils ont été le voir, mais comment se fait-il, monsieur le Saint Marabout, qu'est-ce qui se passe? Donc, il leur a dit, vous savez, j'ai oublié mes babouches dans l'embarcation, donnez-les moi, et donc, vous allez pouvoir repartir. Et on lui a redonné ses babouches, et donc ils sont repartis. Et depuis, le capitaine du vaisseau, c'était un grand voilier, et il a rejoint le Saint Marabout, il est resté avec lui dans la presqu'île, et les gens commençaient à l'appeler Sidi Roche, donc comme Sidi Fredj. Et en 1847, ils ont déterré les Français, les restes mortels, ils les ont transportés à dos de mulet vers le cimetière de l'Oued l'Aggar. L'Oued l'Aggar, c'est le ruisseau des femmes stériles. Donc pourquoi? Parce que il y avait un marabout, Sidi Lara, dans la Kouba. Le tombeau existe encore au niveau de l'Oued l'Aggar, c'est dans la forêt de Zerala. Ils les ont transportés, les restes mortels de Sidi Roche, Sidi Fredj, et ils les ont réinhumés juste à côté de Sidi Mohamed Lara. Il y avait un cimetière. Et voilà comment s'est terminée l'histoire de Sidi Fredj, dont il ne reste que l'appellation qu'il a léguée à la présidence. Du côté de Bouzria, Ahmed Karim Labèche, donc Bourj Riyah, qui est la vraie appellation de Bouzria. Et nous savons très bien, Ahmed, que Bouzria, c'est les hauteurs d'Alger, n'est-ce pas? En hiver, il y a beaucoup de pluie, des fois il y a de la neige, et aussi du vent. Beaucoup de vent. D'ailleurs, cette ville est vraiment exposée aux quatre vents. Donc, elle surplombe un grand rocher, puisque il y a la mer Méditerranée. Pour rappel, ou pour l'anecdote, je dirais que Reis Hamidou, qui était amiral d'une flotte à l'époque ottomane, il avait construit son palais à Bouzria, parce que il a profité de la hauteur. Et donc le Borj, c'est-à-dire le palais de Reis Hamidou, qui a été construit à cet endroit pour surveiller le passage des flottes étrangères au niveau de la mer. Donc il l'a appelé Borj Farraji. Borj, c'est-à-dire c'est un palais fortifié. Farraji, c'est-à-dire qui permet de voir, qui permet de regarder, pour regarder la mer, surveiller. Et donc, Bouzria, sa vraie appellation, c'est Bourj Riyah, parce qu'il y avait à l'époque une forteresse qui était exposée aux quatre vents.
80, puisqu'elle était implantée sur la cime de Bouzerrea. Donc c'était une forteresse pour une troupe de janissaires qui maintenait l'ordre dans la région. Toute la région du Sahel algérois, de distance en distance, il y avait des forteresses comme ça pour maintenir l'ordre. Celle de Bouzerrea s'appelait justement Bourj Riyah. Bourj Riyah parce qu'elle était exposée aux 4 vents. Et après, au moment de l'occupation, l'appellation a été un petit peu altérée. Pourquoi? Parce que les Français n'ont pas cette culture, n'ont pas cette capacité à bien comprendre ou à bien prononcer les mots en arabe. Allez, on va aller à au dernier ouvrage que vous avez réalisé, Abd Karim Labèche, et le dernier s'appelle Bourj al-Qantara ou Maison carrée El-Harrach. Pourquoi cet intérêt à El-Harrach? El-Harrach, d'abord parce que c'est la banlieue d'Alger. Ensuite, j'ai remarqué qu'El-Harrach a un très bel avenir. D'ailleurs, c'est la seule ville qui est traversée par un grand fleuve, qui est celui d'El-Harrach. Le nom El-Harrach lui vient de la rivière, justement. C'est la rivière qui se faisait appeler, à l'origine, El-Harrach. Donc, la rivière a donné son nom à la ville tout entière d'El-Harrach. El-Harrach, ça vient du mot, la racine du mot vient du mot harach, c'est-à-dire tout ce qui est rude ou touché, tout ce qui n'est pas fin. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça dans une revue scientifique très très ancienne qui parle de ça. Donc c'est par rapport au frottement des gravats au fond du lit de la rivière qui a inspiré un petit peu les habitants de la plaine, a donné à cette rivière le nom l'Harrach. L'Harrach, c'est en parlant de l'oued l'Harrach. L'expression est un peu longue. Au lieu de dire l'oued l'Harrach, ils disent l'Harrach. Et puis cette dénomination s'est transmise à la ville tout entière. Donc c'est là c'est de là que ça vient le toponyme d'El-Harrach. Avant El-Harrach, c'était Bourj al-Qantara. Oui. Après, Maison carrée. Après Maison carrée. Alors c'était Bourj al-Qantara à l'époque ottomane. Si on se replace dans le contexte, on verra qu'El-Harrach, elle était constituée d'un pont, un pont historique qui existe toujours au niveau il est tout près du centre-ville d'El-Harrach. Il y a le pont historique, il a vu toute l'histoire d'El-Harrach se défiler sur ce pont. Donc le Bourj al-Qantara, c'est une sorte de caserne, une très grande caserne. Alors les murs de cette caserne, elles ont chaque côté, et ils mesurent 85 mètres. Donc vous voyez cette forteresse a des côtés très très développés, donc 85 mètres, mais la spécificité de cette forteresse est qu'elle a une forme carrée. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée maison carrée. Donc c'était une forteresse qui était utilisée par les janissaires. Donc les janissaires, de temps en temps, ils menaient des expéditions à l'extérieur d'Alger pour récolter l'impôt au niveau des tribus. Avant, ils prenaient leur départ au niveau de Lara. Lara, là où il y a maintenant la cathédrale de Sacré-Cœur, il y avait une forteresse, une base militaire des janissaires, mais après, avec l'évolution de la ville d'Alger, ils ont pensé à construire en 1624 Bourj al-Qantara. Bourj, c'est une forteresse, et al-Qantara, c'est par rapport au pont historique qui existe en contrebas. Il y a aussi cette prison, hein, malheureusement de le dire, il y a cette prison où nos ancêtres, nos grands-parents ont connu les pires des tortures, n'est-ce pas? C'est la prison d'El-Harrach, connue avant Maison carrée. Oui, la prison d'El-Harrach, pour l'anecdote, le Bourj al-Qantara pendant l'occupation,
il a servi de pénitencier. Donc, nos parents, nos ancêtres, y ont été, et les Moudjahidines y ont été enfermés durant de longues années. Ils ont été, s'ils n'ont pas été tués par la torture, ils ont été tués par les maladies, les pandémies qui existaient à l'époque, la malaria due au sol marécageux, etc. Et donc, après, le pénitencier tel qu'il est maintenant, c'est le deuxième, après celui de Burj al-Qantara, parce que Burj al-Qantara, c'est vrai qu'à l'origine c'était une forteresse, mais elle a été, comme je l'ai dit, transformée en pénitencier une certaine période. Ensuite, ils ont construit le pénitencier d'Al-Harrach tel qu'il est maintenant. Donc, il a été construit presque dans le même style que Burj al-Qantara d'origine, donc avec des ornementations mauresques, des voûtes, des arcades à l'extérieur, c'est-à-dire sur les façades extérieures. J'imagine que vous ne comptez pas vous arrêter ici, hein? Il y a plein de choses à raconter encore, Ahmed Karim. Oui, il y a plein de choses à raconter, donc je me suis fixé l'objectif de travailler sur le terrain du Fas. J'ai oublié de parler un petit peu du Fas. J'allais dire que le Fas, c'est ce territoire qui faisait partie de l'organisation territoriale à l'époque ottomane. Donc on avait la Kasbah, qui était la Médina, enfermée dans ses remparts, dotée de 5 portes, les 5 célèbres portes, porte Bab Azzoun, porte Bab Louad, Bab Jdid, Bab Tira, Bab Bahar, les 5 portes. Et au-delà des portes, le Fas commençait. Et pour que les gens comprennent, le Fas, il y en avait pas qu'un seul Fas, il y avait plusieurs Fous. Il y avait des Fas. Et je peux citer par exemple le Fas de Bab Bouzre'a, ou Burj al-Riyah, le Fas de Beni Messous, Beni Louad al-Messous, le Fas de Zouawa, le Fas de Bir Khadem, qui englobait même El Bier, le Fas du Hamma, le Fas de Kouba. Et donc il y avait plusieurs Fas. Et dans le Fas, il y avait que des familles riches, des familles de la haute société d'alors qui avaient leur résidence de luxe dans ce territoire. Au-delà du Fas, il y avait les Outan. Alors, dans les Outan, on ne trouvait pas les jardins, on trouvait plutôt les Haush. Les Haush, c'est-à-dire, c'était des domaines qui étaient séparés en plusieurs parties. Il y avait l'habitation, il y avait les enclos pour les animaux et les potagers. Alors, on va citer quelques exemples de Outan, justement. Parler de Douira, par exemple. On va parler de Khraïsiya, par exemple. De Ouled Fayit. Toutes ces agglomérations existant l'Outan. Donc, elles dépassent la ceinture du Fas. Pourquoi? Parce que la ceinture du Fas prend départ, c'est-à-dire juste après les remparts de la Kasbah. Bon, les remparts, ils n'existent plus maintenant. Ils ont été détruits vers 1841. Donc, le Fas, il touchait jusqu'à Zouawa, Cheraga. Et au-delà de Zouawa, Cheraga, on a les villes de Ouled Fayet, Khraïsiya, Zeralda. Toutes ces communes, elles faisaient partie selon l'emplacement où on est. Par exemple, je peux citer Al-Harrach. Al-Harrach, elle faisait partie de Outan Beni Moussa. C'est une très grande tribu auquel était dévolue la gestion du territoire. Par contre, Ma'alma, Zeralda, Khraïsiya, c'était l'Outan Ben Khlil. C'était une très grande tribu qui vivait au niveau de Ben Khlil, la ville de Ben Khlil. D'ailleurs, la ville de Ben Khlil, elle a même connu le martyr de la révolution soudanie Boujemha. Il se servait de cette ville comme base arrière. Donc, Soudania, elle porte son nom. Donc, Soudania, qui se faisait appeler Saint-Ferdinand par rapport à un prince français. Son nom perpétue maintenant
le souvenir d'un grand martyr de la révolution algérienne. Allez, juste une petite question, hein, pour les amoureux du patrimoine, Ahmed Karim. On est toujours à Alger, hein, quand on parle de Fahsa, n'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'il y a les mêmes traditions que l'on retrouve à l'intérieur d'Alger? Parce que quand on dit périphérie, c'est en dehors d'Alger, c'est juste à côté, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les mêmes traditions ou les traditions diffèrent? Ce n'est pas du tout les mêmes traditions. Pourquoi? Parce que le Fars, les gens qui habitaient dans le Fars, ils ont acquis une très grande renommée. Pourquoi? Parce que c'était des gens riches, d'abord. C'était des familles richissimes, des familles algéroises, des familles ottomanes, turcs. Donc, il y avait des Koulougli, c'est-à-dire issus de mère algérienne et de père turc. Donc, dans le Fars, c'était des gens qui avaient leur un mode de vie un peu spécifique, c'est-à-dire ils vivaient selon un mode un peu plus civilisé, si j'ose dire, que l'Otan. L'Otan, par contre, c'était des gens modestes, c'était des gens qui travaillaient beaucoup la terre. Par contre, le Fars, non, ils avaient leur jardin, ils avaient leur domestique, ils avaient un certain mode de vie plus élaboré que les gens d'Otan qui commençaient le travail du sol dès très tôt le matin. Allez, certainement il y a des perspectives après donc Bourj El Ghantara ou Maison Carré El Harrach, il y a d'autres ambitions par rapport à Ahmed Karim. Est-ce que vous avez pensé à écrire autre chose, à plus chercher dans la périphérie d'Alger? Oui. Je me suis un petit peu concentré sur le territoire du Fars. Peut-être je me suis étalé un petit peu au-delà du territoire du Fars, c'est-à-dire j'ai pris toute la zone du Sahel algérois. Alors pour rappel, le Sahel algérois c'est presque le Fars, mais il est un peu plus étendu. Le Sahel algérois, il a la spécificité d'être un terrain collinaire. Donc on monte et on descend fréquemment. Donc il y a des collines, une suite de collines qui va de Oued El Harrach jusqu'à Oued Mazafran. Et par rapport, si on prenait une ligne de largeur, on va dire par exemple de Bouzrea à la plaine de la Métidja. Donc tout ça c'est le territoire de Sahel algérois. Le Fars il est un peu plus restreint. Donc je me suis fixé un objectif, c'est de travailler toutes les villes qui se situent dans le Sahel algérois. Actuellement je suis en chantier, je travaille sur un projet de monographie qui seront dédiés au Hama, Belouizdad, Qubba, et c'est toujours un plaisir de découvrir à chaque fois comme ça de nouvelles choses sur le Fars et le Sahel algérois. J'ai aussi élaboré depuis quelque temps une très belle monographie sur les 3 villes qui se situent sur la ligne ou la route qui sort d'Alger, de Bir Mandrayes, Bir Khadem, Bir Touta. On remarque que ces 3 villes qui sont situées sur cette route qui fait sortir d'Alger vers Blida, elles commencent par le toponyme, il commence par Bir, l'expression Bir, c'est-à-dire puits. Et c'est parce que ces villes, elles sont toutes dotées, elles étaient toutes dotées d'un puits, et ce puits servait aux diligences qui passaient par là, elles servaient aux voyageurs qui passaient avec leurs diligences. Vous savez, ces véhicules qui étaient tirés par les chevaux. Donc, de distance en distance, on trouvait comme ça des endroits où on pouvait s'arrêter. Donc, ils trouvaient un puits, une petite mosquée. D'ailleurs, la petite mosquée de Bir Mandrayes, c'est une curiosité archéologique très élégante,
très intéressante à conserver. Elle existe toujours. Elle est dans son jus naturel. Donc, il passait par Bir Mondrayes, il pouvait s'arrêter à Bir Khadem aussi. Il y avait le puits de la fameuse Septi Teklit. Le Septi Teklit, c'est en berbère, c'est en amazigh. C'était une berbère, une femme noire qui servait les gens en eau, les gens de passage à l'époque ottomane. Donc les Arabes, ils ont transformé l'appellation en arabe. En arabe, au lieu de dire Septi Teklit, on dit Lal Khadem. Alors Lal Khadem, elle a donné son nom à Bir Khadem, actuellement la ville de Bir Khadem. Donc on a enlevé Lalla, on a laissé Al Khadem seulement. Et Septi Teklit, voilà, c'était une maraboute, la seule maraboute qui a existé dans l'Algérois pendant l'époque ottomane. Elle avait son mausolée du côté de Beblouet, juste au pied d'un bord le fort des 24 heures qui se faisait appeler aussi par son nom. C'était le bord de Septi Teklit. Et donc ces trois villes qui se situent aux abords de ce chemin, elles s'égrènent le long de ce chemin, c'était des villages relais. Pourquoi? Parce que on pouvait s'arrêter, les voyageurs en partance vers Blida et l'ouest d'Alger, ils pouvaient s'arrêter à Bir Mondrayes, à Bir Khadem, à Bir Touta. Toutes les villes commencent par Bir, comme je l'ai dit. Ils pouvaient prendre leur café dans des cafés morts où on servait à l'époque la chicha. Ce spécial patrimoine de Ness El Fahs est fini. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et de nous rester fidèles. Merci à mon invité aujourd'hui, Ahmed Karim Babesh, avocat de formation, écrivain, d'avoir été le meilleur guide dans le patrimoine de Ness El Fahs, sans oublier bien sûr mon binôme Amin Fedala à la réalisation. Restons en contact via Patrimonium, Facebook et Twitter pour vos propositions et critiques, ou bien sur le site de la radio algérienne www.radioalgérie.dz/chaîne3. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même station, pour un nouvel épisode de Patrimonium. Restez-nous fidèles. Bye bye.